Merci Maryse, merci à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous. Alors effectivement, je vais en revenir au numérique. Alors je vais en revenir au numérique et essayer de le prendre de manière transversale, comme on qualifie parfois justement l'objet. Alors on a vu qu'on avait eu une succession de crises financières, de crises sociales, de crises sanitaires. Un certain nombre de ces crises sont systémiques et un certain nombre également sont des crises mondiales avec une mise en concurrence de modèles et une prégnance du rapport de force. Ce qui est intéressant avec Internet et le numérique, c'est que la pandémie a d'une certaine manière agi comme un révélateur. Elle a montré le rôle central d'Internet, notamment comme infrastructure critique qui permettait d'avoir un monde qui déjà était fortement connecté, mais de vraiment prendre conscience de l'interpénétration du numérique et des sphères que l'on qualifie parfois d'être le monde physique. Alors je n'aime pas le dire ainsi, parce que le numérique est extrêmement physique, on peut le saisir, on peut le toucher tout autant qu'on peut toucher un micro ou un stylo comme celui-ci. Pour le dire simplement, on est dans un monde où il y a plus de 4 milliards d'utilisateurs d'Internet, au dernier décompte en tous les cas, et avec un fort développement du réseau, une évolution également assez importante des usages. Je vous fais grâce des usages en question, mais on a de nombreux usages et à chaque fois, bien sûr, se pose la question potentiellement des fragilités, des nouvelles fragilités qui émergent de ces usages. Un exemple étant, par exemple, le développement de ce qu'on appelle parfois l'e-administration, la numérisation des services publics, qui porte parfois, dans certains cas, des difficultés. Donc, nouvelle fragilité numérique et, de la même manière, la nécessité d'une gouvernance spécifique de cet objet. On a vu dans ces derniers mois, dans ces dernières années également, de nombreux scandales. On se remémore assez bien le scandale Cambridge Analytica ou encore Wikileaks, qui est tristement d'actualité, et un certain nombre d'enquêtes ont pu être menées et de travaux sur ces sujets. Je pense notamment au travail de Shoshana Zuboff sur le capitalisme de surveillance, aux dernières failles de sécurité qui ont pu être identifiées, notamment sur Twitch, et bien entendu de la place d'un certain nombre d'acteurs du numérique, que ce soit du côté des infrastructures ou que ce soit du côté des plateformes qui, comme vous le savez, font l'objet d'une attention particulière au niveau européen. On a également eu des pannes, des difficultés, en fin de compte, du numérique. Dans certains cas, on a bien sûr la panne d'OVH suite aux incendies que vous avez vus, mais également, il y a quelques semaines, une panne de Facebook qui a duré assez longtemps pour un géant mondial. Le dénominateur commun, si l'on peut dire, c'est une crise de confiance. Une crise de confiance du côté des utilisateurs, du côté des citoyens, dans ce que doit être ou peut être le numérique. Et ça résonne effectivement avec ce qui a pu être dit précédemment par mes collègues, une grande colère d'un certain nombre de citoyens et parfois des interrogations sur ce que peut permettre Internet. Alors, traditionnellement, et je voulais en 2 mots revenir dessus, Internet est tiraillé entre 2 conceptions de la liberté. À mesure que le berger s'éloigne, des tensions demeurent, des tensions techniques, mais aussi, bien sûr, une réalité politique et des tensions géostratégiques tout autant que commerciales. On est aujourd'hui dans un monde en tension, quelque part pavé de numérique. On parle traditionnellement du village global ou du réseau de réseaux. C'est une image qui est tout à fait intéressante puisque c'est cette tradition d'autorégulation qui s'oppose, bien sûr, avec une volonté de régulation croissante. On est par ailleurs face à une question de fragmentation. Certains parlent d'archipel et non plus d'Internet, même si je n'adhère pas forcément aux propos. Pour autant, on observe que bien que le numérique ait cette apparence d'absence de frontières, le cyberespace présente bien des frontières, même si on ne les perçoit que plus difficilement. Elles sont présentes tant politiques, bien sûr, que juridiques. À l'origine, on remonte à ARPANET, lancé en 1966 avec quelques nœuds de connexion. On est aujourd'hui avec le protocole TCP/IP, avec bien entendu le développement de nouvelles couches de services
l'Internet des objets, le fait d'avoir potentiellement, je n'en ai pas, mais une montre connectée ou tout autre appareil comme celui-ci qui potentiellement, bien sûr, nous relie à Internet et pose un certain nombre de questions qui ont été abordées par mes collègues. Cet Internet, aujourd'hui, c'est aussi l'Internet des plateformes qui fait l'objet d'une attention, comme je le disais, du législateur actuellement. Donc plus de 4 milliards d'utilisateurs, Internet tient dans nos poches, se porte au bras et caractérise d'une certaine manière une crainte croissante due notamment au rapprochement du corps. L'Internet des objets, quelque part, c'est un rapprochement du corps et c'est aussi de nombreuses données supplémentaires. Imaginez qu'on avait déjà de très nombreuses données avec un ordinateur, avec un téléphone portable, on va dire traditionnel. On a de nombreuses données, notamment de données biométriques, des données de santé, des données particulièrement sensibles dès lors que l'on a certains types de dispositifs supplémentaires. Ces dispositifs n'ont pas que des effets négatifs, ils peuvent bien entendu avoir un certain nombre d'effets positifs. Pour autant, il y a cette crainte, cette crise de confiance qui est tout à fait saillante dans ce cadre-là. Ensuite, la matérialité du terminal, de l'infrastructure, je le disais, on peut vraiment toucher le réseau. Si on soulevait le parquet de cette salle, on trouverait des câbles réseau, alors peut-être sont-ils dans les murs, mais on en trouverait, et les bornes Wi-Fi sont elles-mêmes reliées à un certain nombre d'équipements qui font qu'Internet est forcément bien réel et que ce virtuel est pavé de câbles sous-marins, de routeurs, de machines en tout genre qui sont dans nos poches, mais qui sont un peu partout également à Paris. Alors, ce qui est intéressant également de noter, c'est qu'Internet s'est construit comme un réseau ouvert, un ensemble de briques successives, et est un réseau qui est encore en construction. On pose parfois Internet comme une sorte d'état réalisé, alors qu'en pratique, Internet est toujours en construction. Il y a de nombreuses discussions techniques, mais aussi politiques et sociétales qui font qu'Internet bouge à tout instant. Des technologies s'ajoutent aujourd'hui, et Internet repose à l'heure actuelle sur une architecture décentralisée. Chaque nœud du réseau peut communiquer avec les autres. C'est une idée de rendre quelque part interopérables des systèmes différents à partir de standards et de protocoles communs. Que l'on soit sur un terminal d'une certaine marque, sur un terminal d'une autre marque, connecté avec un certain système d'exploitation ou connecté avec un autre, on peut communiquer, on peut s'envoyer un courrier électronique et on peut s'envoyer donc, je reprends le protocole TCP/IP qui nous permet de communiquer, des paquets de données, par exemple un courrier électronique, par exemple une photo, d'un point du réseau à l'autre, de manière tout à fait efficace. C'est aussi le principe dit d'innovation sans permission, bien entendu, qui pose des difficultés, puisque dès lors que, quelque part par l'application de ce principe, on a positionné un service à succès, on essaie sans doute de fermer les vannes pour s'assurer une domination sur le marché. Et un certain nombre de principes ont pu être posés. Je passe rapidement, puisque ce n'est pas l'objet premier, mais il y a un certain nombre de principes qui ont été posés, qui sont tout à fait intéressants, par exemple celui de neutralité d'Internet, un principe qui a été posé traditionnellement et renforcé notamment au niveau européen. Il y a un règlement Internet ouvert qui le consacre, de la même manière que la loi pour une république numérique en France et un certain nombre d'arrêts, notamment récents. Il y a un arrêt de la CJUE de septembre 2020, Télénor, qui le porte largement. Le principe, c'est l'égalité de traitement des flux sur Internet, avec un principe du meilleur effort pour acheminer des flux, c'est-à-dire ne pas discriminer un flux par rapport à un autre et à aboutir à cette idée d'un Internet ouvert que l'on défend traditionnellement. Cela pose évidemment des problèmes de gouvernance qui sont assez prégnants, certains pouvant dire qu'il n'y a pas vraiment de gouvernance de l'Internet, mais qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont sur Internet et qu'il y a des méthodes de gouvernance qui s'appliquent à des champs de l'Internet. Alors, j'oscille parfois entre l'opération de l'Internet ou d'Internet. De l'Internet, c'était l'expression traditionnelle, on va dire posée notamment au sommet mondial pour la société de l'information. L'idée étant de dire que chacun est dans son rôle, l'État est en charge de réguler, mais bien sûr, Internet est un système international, comme ça a été évoqué précédemment, c'est un système qui nécessite une gouvernance plurale. Bertrand Badi disait tout à l'heure, nous rentrons dans le temps de l'humain. En 2003, le sommet mondial pour la société de l'information posait les bases de ce qu'on a appelé le système multi-acteurs, ou parfois appelé système multi-parties prenantes, qui justement essayait de consacrer cette idée d'avoir une place de chaque partie prenante dans une régulation
et une gouvernance, et j'insiste sur la différence entre les deux, au niveau international. La difficulté, évidemment, c'est de concilier les deux et d'avoir un équilibre des forces entre les différents acteurs en question, ce qui est loin d'être évident, vous vous en doutez. Donc, sommet mondial pour la société de l'information qui pose un certain nombre de jalons et qui pose cette idée d'une gouvernance multi-acteurs et d'une conception commune de ce que l'on veut que soit un réseau comme Internet, qui fonctionnerait par hybridation croisée et par un processus de décision qu'on appelle parfois par consensus approximatif, ce qui justement est l'une de ses faiblesses et qui se heurte bien sûr à la puissance de l'État qui lui-même veut réguler la sphère numérique tout autant qu'il est puissant dans le domaine de la gouvernance d'Internet. Et c'est l'équilibre entre les deux qui est difficile à trouver. On est, par exemple, à l'Assemblée générale des Nations unies, parfois dans un règlement des affaires dans les marges, on est dans une fabrique d'un corpus de pensée, d'une promotion notamment des droits humains, et on est parfois dans la gouvernance de l'Internet, dans ce consensus approximatif qui réfléchit à la pérennité d'un réseau qui porte, d'une certaine manière, des valeurs d'ouverture, mais qui ne porte pas autre chose que cette ouverture. Alors, là encore, très rapidement, on parlait de numérique, mes collègues ont déjà mentionné quelques textes, on a une prolixité du législateur dans ce domaine. Au niveau international, on a bien sûr l'agenda 2030 des Nations Unies, dont c'était le 6e anniversaire fin septembre. On a de nombreux travaux d'agences des Nations Unies. Je citerai par exemple les travaux de l'UNESCO dans 2 domaines. La promotion, par exemple, d'indicateurs d'universalité d'Internet qui permettent de mesurer, justement, cette universalité, de comparer les différents États. Il y a également, bien sûr, le travail de l'UNESCO sur l'intelligence artificielle. D'autre part, on a dans cet espace mondialisé de nombreuses tentatives au niveau national et au niveau européen. Au niveau national, on a bien sûr la loi du 24 août qui a déjà été mentionnée, confortant le respect des principes de la République, qui n'a pas fait l'économie de différentes dispositions sur l'objet numérique. On a également la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, qui notamment met en place un nouveau régulateur, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, qui opère la fusion du CSA et de l'ADOPI, avec une idée d'avoir un régulateur plus puissant, plus à même justement d'aborder cet objet numérique en complément d'un régulateur des infrastructures, comme on l'appelle parfois, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui est l'ARCEP en l'occurrence. Donc, de nombreux textes qui peuvent parfois opérer de fortes tensions, cela a été cité notamment par Maryse tout à l'heure, par exemple, les travaux qui ont été menés sur la haine en ligne ou sur la désinformation. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, a mené de nombreux travaux sur ces objets. Il y a bien sûr le rapport racisme, qui est l'un des rapports clés de la CNCDH, qui a, à 2 reprises cette année et l'année passée, pointé l'importance de l'objet numérique, et notamment du sujet de l'intelligence artificielle. On a également eu de nombreux avis, de la même manière, sur l'état d'urgence sanitaire, notamment un avis sur le suivi numérique des personnes, qui revenait sur des difficultés saillantes, à savoir la crainte de la surveillance. La crainte de la surveillance qui est parfois plus dangereuse que la surveillance elle-même, parce que craindre la surveillance et se croire surveillé, c'est justement limiter quelque part sa propre manière de s'exprimer, limiter ce que l'on va dire, parce que l'on pense que c'est écouté ou que c'est entendu. On a ensuite, bien sûr, eu des travaux sur la loi dont je viens de parler, sur les principes de la République, sur la haine en ligne, sur l'intelligence artificielle. C'est un avis qui devrait normalement être validé en mars prochain, en mars 2022. Et on a, de la même manière, travaillé pour faire écho à ce que disait ma collègue précédemment sur, par exemple, en lien à l'intelligence artificielle, sur les systèmes d'armes létales autonomes ou encore sur les drones et sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ces cas-là. Je reviendrai éventuellement avec plaisir sur ces questions dans un second temps. Alors au niveau européen, je le disais, il y a de nombreuses tensions sur ce que l'Union appelle parfois une décennie numérique, c'est-à-dire la volonté de faire de l'Europe un acteur de premier plan du numérique et de poursuivre quelque part l'initiative qui a été lancée avec le RGPD sur le sujet données personnelles,
à travers de très nombreux textes qui ont été portés, à savoir la législation sur les services numériques, j'essaye de le dire en français, mais on entend souvent l'acronyme anglais, le DSA, la législation sur les marchés numériques, le DMA, mais on a aussi bien sûr le règlement sur l'intelligence artificielle, l'acte sur la gouvernance des données, et je pourrais en citer d'autres. Il y a notamment la directive Nice, dont je n'ai plus l'acronyme français en tête, qui a pour objet de porter et de renforcer un niveau commun de cybersécurité au niveau donc, de l'Union européenne. Donc de très nombreux textes, et on entend par ces textes résonner d'une part la volonté d'avoir une Europe en premier plan sur ces sujets. Donc on pense notamment au niveau juridique à la volonté d'avoir des textes qui ont une portée extraterritoriale, c'était le cas avec le RGPD, en l'état des textes qui sont la plupart de ceux que j'ai cités en cours de négociation, ce ne sont pas du tout des textes qui sont validés, on a cette volonté également de porter une voix européenne avec les difficultés de consensus justement que ça peut poser. Laquelle est-ce, cette voix européenne? Et bien sûr, là encore, la crise sanitaire a été révélatrice. On voit qu'Internet et que le numérique opèrent parfois, pour reprendre peut-être le concept de Wittgenstein, un pharmacon, c'est-à-dire à la fois le mal et le remède, et que c'est une recherche permanente d'équilibre entre les deux que l'on essaie d'opérer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'on trouve systématiquement dans cette recherche d'équilibre les mêmes concepts. On a tout d'abord la volonté d'avoir des compétences numériques, un socle de connaissances suffisant pour que les gens comprennent l'objet numérique et d'essayer de replacer l'éducation du citoyen au cœur du système. On a également, dans un deuxième temps, qui revient sous différentes appellations, ce qu'on appelle parfois la souveraineté numérique. Le terme, évidemment, est compliqué, puisqu'on parle plutôt, à ce moment-là, de souveraineté sur l'objet numérique, ou d'autonomie stratégique peut-être, qui revient dans tous les textes que j'ai cités comme un fil conducteur. Et on a enfin, bien sûr, et je passerai très rapidement, le sujet du coût écologique du numérique, si on peut l'appeler comme ça, pour rebondir notamment sur les travaux qui ont pu être menés avec plus ou moins de succès, bien entendu, au niveau de la COP. Et ce seront mes derniers mots avant, j'imagine, de répondre à vos questions. On est face quelque part à un impensé de ce qu'on appelle les nouvelles technologies. Et j'insiste sur le mot « nouvelle ». On parlait déjà en 1997 de nouvelles technologies, on parlait en 2007 de nouvelles technologies, ainsi qu'en 2017, j'imagine en 2027. Donc j'ai parlé de l'Internet des objets, d'Internet, du numérique, de tout un tas d'objets, tout ce qui est communication satellitaire, aérospatiale et ainsi de suite. On est en fait toujours dans les nouvelles technologies, dans un ensemble de technologies émergentes. Aujourd'hui, on parle de blockchain, d'intelligence artificielle, d'Internet des objets. Et c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Pour ce qui est d'Internet, on est dans un réseau en construction. Le numérique, c'est un outil qui est là encore en construction. Et dessiner ce que certains ont pu appeler le monde d'après, c'est effectivement, et pour reprendre les propos de notre collègue Badi, c'est de lutter contre un discours d'impuissance. Ce discours qui serait de dire on ne peut rien faire, de toute façon, c'est déjà acquis. On peut agir, on peut se positionner, on peut comprendre comment Internet fonctionne, comment le numérique fonctionne, et justement faire en sorte que les droits et libertés fondamentales soient au cœur de ce que l'on veut qu'Internet soit, c'est-à-dire soit au cœur du raisonnement, ce qu'on dirait peut-être d'intégrer les droits de l'homme by design, c'est-à-dire au cœur du dispositif, le by design étant par analogie au RGPD, c'est-à-dire dès lors que vous réfléchissez à un objet, vous l'intégrez au cœur de votre réflexion. Pensez à la manière dont l'objet en question impacte les droits et les libertés fondamentales. Que ce soit Internet ou que ce soit une nouvelle technologie, ce qu'il faut, c'est la comprendre, et ce qu'il faut, c'est intégrer les libertés fondamentales au cœur de leur conception. Merci beaucoup.